Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Pourquoi j'ai choisi, enfin nous avons choisi conjointement de parler de Piala cette année et que l'une des réponses était sa négativité, la puissance de sa négativité. Oui, il y a des œuvres qui procèdent de cela. C'est pas joli dans la vie de se retrouver face à des personnes qui sont, je sais pas, pleines d'envie, de ressentiment, de jalousie, de colère. Mais il y a des artistes dont l'œuvre procède quand même beaucoup de cela. On pourrait, dans la littérature, en trouver, Jean Genet, par exemple. Mais en tout cas, je trouve intéressant de prendre cela à bras-le-corps et pas seulement sous l'aspect biographique direct, à savoir ce qu'on sait, disons, de la vie de Piala, de ses moments de colère, dont il parle lui-même dans les entretiens. Mais il a vraiment, c'est l'un des cinéastes chez qui ce que j'appelle la négativité et dans laquelle moi, je me retrouve aussi, comme je vous le disais, en tant que critique. Ça procède, enfin, l'œuvre procède véritablement de cela. Il en fait quelque chose. Voilà, il fait quelque chose de cette violence et de cette négativité que l'on peut par ailleurs rejeter ou trouver, à laquelle on peut être insensible ou au contraire trop sensible. Alors là, on s'est un petit peu éloigné dans le cycle de Piala lui-même, puisqu'on a passé d'abord La Bête humaine, il y a 2 séances de Jean Renoir, ce film qui l'avait fortement marqué quand il était enfant et qui, on l'a vu, parle aussi des pulsions, et notamment des pulsions de colère, de désir, quand elles vont beaucoup trop loin. Ça, c'était Le Gabin de La Bête humaine de Renoir. Il y a de toute façon une veine renoirienne chez Piala qui serait cette obsession de capter, de recréer la vie, mais en réalité plutôt de la saisir et de la capter, y compris dans des fictions, comme si c'était donc un moment documentaire, alors que ce sont des films de fiction. Et puis, on vous a montré ensuite Mes petites amoureuses de Jean Eustache de 1974, où vous avez vu aussi ce qui pouvait y avoir, à mon avis, de très touchant, enfin même assez déchirant, à la fois dans le côté intime de ce qui est raconté de l'enfance, de l'adolescence, la façon dont la forme travaille tout ça, et puis aussi le fait que, comme Piala, Jean Eustache a capté quelque chose de la France des années 70. Et là, il me semble que Loulou, c'est aussi son objet. Alors, le film sort en 80. Il faut vous dire que attendez, je regarde la date exacte. Entre 74, avec La Gueule ouverte, dont je vous avais montré un extrait, avec Nathalie Baye et Philippe Léotard, donc veine autobiographique de Piala, puisqu'il racontait la mort de sa mère. C'est pas un sujet très... là encore, dans le travail du négatif, il allait déjà très loin. Et là, le film s'était complètement planté au niveau spectacle public, puisqu'il avait fait 25 000 entrées, ce qui, à l'époque où le cinéma était encore beaucoup plus fréquenté que maintenant, était vraiment très bas. Pour l'un de ses films. Donc voilà, c'est 74, La Gueule ouverte, échec, et Piala mettra plusieurs années, 5 ans avant de faire Passe ton bac d'abord, dont je vous ai aussi montré un extrait, et qui est un film vraiment très touchant, très intéressant, autour d'un groupe de lycéens dans le nord de la France. Oui, il me semble que je vous avais montré un extrait. Vous allez reconnaître certains des acteurs si vous avez vu Passe ton bac d'abord. Certains des jeunes acteurs, disons non professionnels, qu'il va reprendre pour des petits rôles dans Loulou. Alors, Loulou, en fait, Piala avait pensé travailler avec Gérard Depardieu pour La Gueule ouverte, et puis ça n'avait pas été possible, donc il le contacte même avant Les Valseuses, le film où Depardieu va triompher, que je n'ai pas revu, un petit peu par... Voilà, un petit peu parce que pour le coup, je rechignais à voir un film de Blier avec Depardieu. C'est un peu le double... C'était un peu la double peine Blier en ce qui me concerne. Mais en tout cas, il est sûr que Piala, d'une certaine façon, réagit au personnage de Depardieu
dans les valseuses en pensant, en inventant, enfin plutôt en adaptant, puisque le scénario n'est pas de lui, le personnage qu'il lui donne à Depardieu. Mais au départ, il avait pensé à Jacques Dutronc. Donc c'est toujours intéressant de voir les espèces de films alternatifs, si ça avait été d'autres acteurs. Et puis, il rencontre... alors, comment il rencontre Huppert ? Oui, parce qu'il avait un projet qui s'appelait Maria, d'après un auteur auvergnat. Vous savez que Piala était auvergnat. Et finalement, ils ne vont pas tourner ce projet. Il y a beaucoup de films non tournés, non réalisés dans les archives Piala. En revanche, Isabelle Huppert était la compagne de Daniel Toscan du Plantier. Ce nom vous dit forcément quelque chose. C'était un producteur important, notamment des années 80, et qui travaillait donc pour la Gaumont. Et grâce à ce lien fait par Isabelle Huppert, qui, dans l'esprit de Piala, dans les actrices potentielles, avait été précédée par Miu Miu, par Isabelle Adjani et même par Sylvia Christel pour ce rôle-ci. Donc ces trois-là pour ce rôle-ci. Finalement, heureusement, je dirais, c'est Isabelle Huppert. Et grâce à elle, il va pouvoir vraiment financer, vraiment produire ce film. Enfin, la Gaumont va produire ce film. Donc, bon, après, sur les circonstances du tournage, comme d'habitude avec Piala, c'est un peu difficile, rocambolesque. Il change c'est la valse des chefs opérateurs. Finalement, le meilleur d'entre eux est envoyé par la Gaumont. Donc, il a beaucoup de mal à accepter ça, Piala, puisque c'est un chef-op qu'on lui impose, Jacques Loiseleu, dont il s'aperçoit qu'en fait, il est très, très bon. Donc c'est souvent comme ça, donc c'est la valse aussi des monteurs, et puis reste dans cette façon de virer un peu les gens facilement, de pas s'entendre avec eux, va rester un très très grand monteur qui viendra peut-être nous rendre visite dans la suite de ce cycle, qui est Yann Dedey, qui a travaillé aussi notamment avec Truffaut et qui continue à travailler aujourd'hui. Et puis Piala lui-même disparaît pendant 5 jours, je crois, pendant le tournage. Donc voilà l'ambiance qui est très très particulière. Ce qui est intéressant, pourquoi je vous raconte ça, moins pour l'anecdote que pour l'idée qu'il y a à la fois une très grande ambition, c'est-à-dire revenir après Passe ton bac d'abord, qui était fait avec un mélange de jeunes professionnels et d'amateurs acteurs, avec revenir à Nous ne vieillirons pas ensemble, c'est-à-dire l'ambition d'un cinéma fait avec des vedettes, et puis à nouveau aussi revenir au travail du couple. Si vous avez vu Nous ne vieillirons pas ensemble, il y allait vraiment, il allait très très loin dans l'évocation de ce qui se passe pendant une rupture. L'une des raisons pour lesquelles ça marchait, c'est qu'il était avec sa compagne dont il s'était séparé en 1976 et qui est Arlette Langman, et qui est devenue vraiment sa scénariste la plus importante. Elle a commencé à l'assister, à faire des travaux de montage. C'était la sœur de Claude Berry. Et puis finalement, elle est vraiment devenue scénariste avec 2 projets qui précèdent ce film, qu'il n'a pas été possible de tourner à ce moment-là, qui sont Les Filles du Faubourg, qui deviendra À nos amours plus tard, c'est le film prochain qu'on passera, et puis un autre projet sur des autostoppeuses meurtrières, qui s'appelait Meurtrières, et que tournera beaucoup plus tard Patrick Grandperret, qui a été l'assistant de Piala. Donc, vous voyez que, alors voilà, juste pour vous dire que ce film Loulou, c'est un texte de femme. C'est l'histoire, là encore biographique de Piala et de sa compagne, mais écrit et raconté par sa jeune compagne, et puis ensuite réalisé par Piala. Donc vous voyez que là, au niveau homme-femme, il se joue quelque chose de très composite, de tiraillé, et qui est quand même, je trouve, très intéressant, et qui contribue à cette instabilité générale de tournage, de fabrication, qui, à mon avis, est quand même très bénéfique pour la mise en scène. Voilà, pardon pour cette présentation un peu longue, et je vous retrouve après. Bon film. Je vous partage quelque chose qui m'est venu sur la construction du film, et puis ensuite des points sur la méthode de travail et le fait qu'à mon avis ce film-là, encore plus que Nous ne vieillirons pas ensemble, pour ceux qui étaient venus le voir, se focalise vraiment, enfin met à nu le jeu d'acteur. Je pense qu'on voit que là c'est vraiment la seule chose, d'une certaine façon presque, qui intéresse Piala.
Sur la construction du film, ce qui me frappe, c'est que, donc je vous ai dit que son inspiration était autobiographique, Piala se projette donc dans le personnage de l'homme quitté, du bourgeois quitté, disons, joué par Guy Marchand. Mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit à la fin, mais on le voit aussi tout au long du film. Il y a une sorte de parallélisme entre les deux hommes. Mais ce qui me semble intéressant dans la construction, c'est que chacun a une sorte de double. Et qu'on n'est plus du tout dans le duel permanent qu'il y avait dans Nous ne vieillirons pas ensemble, mais qui faisait l'intérêt du film, hein, qui était vraiment quasi expérimental à tel point, parce qu'il reproduisait tout le temps la scène de ménage, la scène à deux. Ici, ce qui me frappe, c'est l'inverse, c'est le fait que donc, il me semble que chacun a un double, c'est-à-dire que le personnage d'André, joué par Guy Marchand, finalement à ce double qui serait le frère de Nelly, joué par Humbert Balzan, si vous connaissez le producteur Humbert Balzan, puis il a joué aussi Lancelot chez Bresson. Et puis, donc encore plus bourgeois, on pourrait dire encore plus riche et presque stylisé comme ça, une version, disons, nettoyée, aseptisée d'André. Et puis, de l'autre côté, il y a cette espèce de double de Loulou qui est Lulu. Et qui, finalement, va chercher des fleurs, qui offre des fleurs à Nelly, qui danse avec elle. Voilà, il y a cette espèce de travail sur le dédoublement un peu des personnages, de même que, de manière assez surprenante, le film commence avec Dominique qui pleure, la jeune fille qui pleure, qui était d'ailleurs aussi dans le film précédent, Passe ton bac d'abord, la petite amie de Loulou. Et donc voilà, j'ai l'impression que le film démultiplie ces personnages d'une certaine façon, et on peut se demander ce qu'il cherche en faisant cela, d'une certaine façon à compliquer peut-être sa dramaturgie, mais surtout, c'est pas quelque chose, je pense, qu'on se dit en le voyant comme ça, mais il y a quelque chose de plus peuplé dans ce film qui me semble intéressant, et qui en même temps focalise malgré tout notre attention sur la particularité de ces deux personnages centraux, la particularité du jeu d'acteur, me semble-t-il, des deux personnages centraux, Huppert et Depardieu. Et moi, c'est ça qui m'intéresse en particulier dans ce film, c'est la façon dont Piala va assez loin, pas tant dans une forme d'improvisation, ou alors comme pour Renoir, il faut s'entendre sur ce que veut dire improvisation. Certes, des scènes sont préparées, certaines des scènes sont répétées, mais donc il a la particularité, Piala, de ne pas dire moteur et de ne pas dire coupé. Ce qui fait que dans le but, alors il dit souvent d'ailleurs que les meilleurs films, c'est ce qu'il y a avant moteur et après coupé, quand ces deux bornes existent. Et effectivement, du coup, les acteurs principaux en tout cas, ont une façon d'attendre qui est particulière, et vous aurez remarqué qu'il y a beaucoup de scènes allongées, beaucoup de scènes de lit, et qu'il y a des flottements comme ça entre le moment où ce sont les acteurs entre eux qui attendent, et puis le moment où ce sont les deux personnages au lit. Et notamment, à un moment, il parle de l'anglais, vous savez, il parle d'une... Et je me disais que, en fait, Huppert, par contrat sur ce film, devait partir à une certaine date parce qu'elle tournait Les Portes du Paradis de Cimino aux États-Unis. Et il me semble qu'à un moment, on comprend que c'est une espèce d'espace de l'entre-deux entre l'actrice, ce qui est inspiré par l'actrice, et deux collègues, on pourrait dire, deux acteurs qui discutent en attendant, et en même temps, la relation entre Loulou et elle. Et plusieurs fois, comme ça, il y a cette espèce de flottement. Elle raconte qu'à un moment, elle s'est carrément endormie dans l'un des lits, et l'opérateur Jacques Loisiot raconte aussi ça, qu'il a décidé de tourner, et que quand on l'a réveillée, elle est passée dans la scène directement. Cette scène n'est pas gardée là, et on n'a pas ce moment où elle se réveille vraiment, mais on comprend que c'est aussi ce que cherche Piala, c'est-à-dire cette absence de démarcation, ce qui veut évidemment pas dire qu'il n'y ait pas des personnages ou qu'il n'y ait pas d'histoire. Il y a une histoire, mais il me semble que, en particulier dans Loulou, on comprend le triangle amoureux, etc.
mais que quand même ça, c'est ce qui peut nous intéresser dans le film, des acteurs au travail, enfin des acteurs au travail, mais dans ce qu'il y a de plus caractéristique de la notion de jeu selon Piala. C'est pour ça que je vous avais amené un petit extrait de, si on veut, on peut le passer peut-être. Ouais, sur du tournage. Alors vous allez voir, c'est pas un contre-exemple, mais c'est un petit extrait dans une émission de télévision. On a un petit bout d'entretien de Piala qui parle de son rapport avec les acteurs sur le tournage. Et puis on voit un petit moment de tournage où c'est plutôt avec Guy Marchand d'ailleurs, plutôt dans la scène dans l'appartement d'André. Mais je trouve ça quand même assez intéressant. Tous les propos de Piala sont toujours à prendre, disons, ils varient, puis ils sont pris dans une sorte de haine de soi ou de son propre travail qui est dans l'après-coup, qui est assez caractéristique, mais ils sont quand même intéressants, me semble-t-il. C'est intéressant ce fonctionnement. Ouais, ce fonctionnement un peu circulaire et en même temps contradictoire du discours de Piala, hein, c'est ça, ce travail du négatif, et avec cette proposition que je trouve hilarante de faire un film à partir des plus mauvaises prises, et qui finalement, en plus, dont il dit que sans doute ce serait pas très différent du film avec les bonnes prises qu'on choisit, ce que je trouve complètement vertigineux comme proposition, et tout à fait intéressant, et en même temps intéressant dans le sens où on se dit qu'il essaye de gommer quelque chose de l'intention. Bon, ça, à la limite, ça vient aussi chez Bresson, chez quelqu'un de beaucoup plus net et qui essaye d'enlever les tics actoraux, les tics de théâtralité des acteurs. Mais là, on voit que c'est autre chose. Il essaye de gommer, donc je disais, la frontière entre le moment où on tourne, le moment où on ne tourne pas, entre son autobiographie et puis ce que l'autre va devoir jouer, ce qui est impossible, en fait, d'être ce que lui était il y a 10 ans, de parler comme lui, etc. Et donc cette espèce de travail de flou qui, en réalité, je trouve, réussit très bien. On a l'impression là, sur le tournage, que ce sont les retakes, que ce sont les nouvelles prises, puisqu'il parle de quelque chose au passé, hein, vous vous souvenez, là. Et effectivement, il a dû attendre des mois avant de faire des nouvelles prises, puisque Huppert et Depardieu étaient engagés ailleurs à ce moment-là. Mais en tout cas, je trouve intéressant cette espèce de travail de cette façon d'estomper quelque chose pour rechercher quelque chose de beaucoup plus vivant. Donc voilà, moi c'était ça qui m'intéressait sur la mise à nu de l'acteur, et je trouve que notamment Isabelle Huppert est vraiment remarquable dans ce qu'elle laisse, dans la façon dont elle se laisse comme ça traverser par des émotions sans en faire trop. Mais le deuxième point, et puis je vous laisse poser des questions ou réagir sur le film, qui me frappe quand même, c'est le montage. Puisqu'on voit bien que, disons, la patte, comment dire, disons l'unité de base de Piala pourrait être le plan séquence, hein, c'est-à-dire cette espèce de coulée comme ça, où on n'est pas obligé de couper, où il y a des coupes, en réalité, ce ne sont jamais des plans séquences strictement sans coupe, mais on voit bien qu'il y a cette recherche de la durée, de quelque chose. Mais en réalité, c'est pas tout à fait vrai. Et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est qu'il n'y a absolument aucun dogmatisme. Il y a une vraie liberté et il y a un vrai caractère intuitif de la durée. Que ce soit chez Piala ou que ce soit chez son monteur, celui qui va vraiment, à partir de ce film-là, devenir son monteur principal et qui est Yann Deday. À savoir, je dirais que normalement, même dans des scènes du cinéma français, y compris de cette époque, avec des prises, avec des plans qui durent, parce qu'on veut l'intensité émotionnelle, parce qu'on veut laisser les acteurs, on veut que quelque chose se passe entre eux, etc. Eh bien, la scène est quand même souvent coupée quand il y a un point d'orgue, quand quelque chose est dit, quand une émotion arrive, quand une larme jaillit, etc. Et finalement, il me semble que dans ce film-là, on voit bien
que la coupe chez Piala et donc Yann Daudet n'intervient pas là. Il y a délibérément ne pas faire un morceau de bravoure, ne pas faire un morceau d'anthologie. L'unité du plan et l'unité de la scène, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une espèce de pic dramaturgique. Et il se passe des choses très importantes dans les ellipses. Évidemment, de manière exemplaire, on pourrait dire l'avortement. Ce contraste qui est très fort là dans le film entre la scène de repas à l'extérieur, sur laquelle il faut quand même un petit peu revenir, et puis l'intérieur beaucoup plus sombre avec la cabine téléphonique et cette première réplique, le halo qui sort à peine audible de la bouche d'Isabelle Huppert. Donc il joue en réalité. Les coupes fonctionnent entre elles. La coupe ne vient pas marquer un point d'orgue de la scène. Elle fonctionne avec la suite. Elle pense déjà l'ellipse. Et les ellipses sont évidemment très importantes avec des effets quasiment de faux raccords. Et Yann Daudet racontait que c'était très important pour ce film, l'alternance entre les jours et la nuit, le jour et la nuit. Il y a des scènes de jour et des scènes nocturnes tout au long du film, ce qui fait qu'on est surpris parce qu'on a l'impression, après une scène nocturne, que la scène de jour qui suit, c'est le jour d'après. Alors qu'en réalité, parfois, c'est des jours, des semaines, voire plus après. Et donc, il y a une espèce d'effet de surprise, de déroute, d'incertitude qui contribue à cette instabilité émotionnelle, amoureuse qu'il y a dans le film, de manière, je trouve, très forte, très prenante. Un autre état instable comme ça des émotions est évidemment accompagné par les propositions des acteurs et notamment de Huppert qui, par exemple pour la scène au début de la gifle, a eu cette idée de commencer à rire. Donc voilà, il y a des espèces de ruptures de ton qui parfois sont amenées par les acteurs eux-mêmes, mais tout ça, me semble-t-il, encouragé dans l'esprit que crée Piala sur le tournage. Alors juste sur cette scène un peu qui est là, dont on sent qu'elle est beaucoup plus longue que les autres, que les plans sont beaucoup plus longs, qui a été tournée cette scène de repas. Qu'est-ce qui se trame en fait dans cette longue scène de repas? Il y a souvent des longues scènes de repas dans les films de Piala. Il me semble que celle-ci, c'est vraiment le moment où ça fait famille, d'une certaine façon. Le moment où Nelly, est enceinte et où, tout à coup, on a une représentation de la famille, c'est-à-dire les frères et sœurs de Loulou, les neveux et nièces que l'on voit, et donc elle et lui, et tout le monde, sachant qu'ils vont avoir cet enfant. Et je trouve intéressant qu'on ait des petits indices, qu'elle ne se sent pas tout à fait à l'aise dans cette compagnie, mais en même temps, rien n'éclate. Là encore, c'est pas le lieu de l'éclatement, disons, d'une espèce de confrontation entre cette jeune femme et son nouveau milieu, on pourrait dire, hein, puisque évidemment le film est aussi politique. Il montre très fortement que les classes les classes se frôlent, de manière parfois érotisée, hein, comme chez Renoir, mais en réalité, elles ne se mêlent pas. Et il y a une très forte, comme l'huile et l'eau, hein, ici, entre les deux classes. Et d'ailleurs, le manteau de fourrure est une autre proposition d'Isabelle Huppert. Il vient de sa propre garde-robe. Elle dit elle-même qu'elle vient d'un milieu bourgeois, ou en tout cas petit bourgeois, et que c'était donc son propre vison. Mais donc dans cette scène-là, il n'est pas question, ça n'est pas thématisé dans la conversation, il n'y a pas d'opposition ni de classe. Et d'ailleurs, elle est plutôt habillée, vous avez remarqué, elle a ce blouson de cuir, ça y est, elle est du côté des blousons de cuir, et puis cette robe rouge à pois blanc avec le foulard rouge. Elle a fait le cambriolage, enfin elle a subi le cambriolage, mais sans protester avec lui auparavant et avec ses amis auparavant. Donc on pourrait dire qu'elle est un peu passée
elle a été un peu transfuge de classe, elle a fait la grimace à son frère qui est reparti un peu bredouille, mais en réalité on voit le malaise qui se déroule tout au cours de cette très longue scène de repas où on a l'impression que toutes les conversations sont ce qu'on appelle en linguistique fatigue, c'est-à-dire qu'ils ne s'échangent pas d'informations importantes mais qu'on se parle pour juste se parler, pour faire du lien, pour dire qu'on est là et qu'on est ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est que Piala, dans cet accueil, dans cette façon de disposer les choses pour que des accidents arrivent, effectivement, par exemple, le chien poursuit une poule, c'était évidemment pas prévu, mais il faut avoir un système, un dispositif, un opérateur, une équipe technique qui sont capables de saisir ces accidents, sans que justement il y ait des coupes, qu'on arrête et qu'on refasse, etc. Et ça me semble quand même assez réussi dans cette scène. Et bien sûr, où est-ce que ça éclate ? Ça éclate de manière déplacée, puisque c'est le Thomas, qui était aussi un acteur d'ailleurs de Passe ton bac d'abord, qui est mort pendant le tournage, je crois, ou juste après le tournage, et à qui le film est dédié. Et donc c'est ce Thomas-là qui passe à l'acte, on pourrait dire, qui est la personne borderline, alors que Huppert, c'est complètement intériorisé, psychologique, et pas du tout, elle n'est pas du tout folle. Elle s'aperçoit que peut-être ça ne va pas marcher pour elle à l'intérieur de cette famille, me semble-t-il. Mais on a l'impression que l'autre agit de manière en toute extériorité et fait éclater quelque chose. Donc je trouve que cette scène-là, qui est à la fois très quotidienne, voilà, on mange des huîtres, on met de la sauce au vinaigre et elle s'étouffe et c'est pas prévu. Donc quelque chose de très terre-à-terre, de très basé sur une forme d'improvisation. En même temps, on voit comment c'est architecturé de manière finalement assez complexe et ça raconte quelque chose sans le surligner, sans le montrer. Et pour moi, c'est presque comme les ballets finaux dans les grandes comédies musicales classiques où il y a une espèce d'effet de longueur tout à coup, quelque chose de très long, de très complexe, qui est comme la somme un petit peu du film qui vient de passer. Il me semble que cette scène-là, elle contient un peu tout ça, c'est-à-dire en même temps le fait qu'elle va sans doute renoncer à cet enfant, qu'elle va renoncer à faire famille avec eux. Et en même temps, il me semble qu'on voit l'amour. C'est peut-être là où l'échange entre Loulou et Nelly est le plus directement amoureux, où il y a ces échanges de regards, où elle l'embrasse, elle lui embrasse la main, lui il dit « est-ce que ça va ?» Voilà, c'est le plus classiquement, disons, romantiquement amoureux qu'on peut voir dans le film. Est-ce que vous avez des remarques, des questions ? Je ne veux pas être juste dire que j'adore cette scène, je la trouve extraordinaire, enfin, comme plein de gens j'imagine, mais j'ai vraiment l'impression d'être de manger avec eux, quoi. C'est un truc extraordinaire, enfin, l'impression de prendre l'apéro, de manger les huîtres. Et puis entre parenthèses, je crois pas que tu l'as dit, mais la mère, en fait, c'est l'actrice qui joue dans La Maison des Bois. Et oui, c'est Jacqueline Dufresne. Du Côté famille, en fait, il y a la famille des acteurs aussi de Piala. Enfin, bien je trouve sûr, ça en très, plus, très beau. Elle raconte qu'elle a adopté ce petit garçon, Pierrot, et dans La Maison des Bois, qui se passe pendant que se passait la vraie histoire autobiographique, à savoir Arlette Langman qui trompait Piala avec Dédé, il s'appelait Dédé, il s'appelait pas Loulou, mais bon, c'était pas très loin, se passait à la période de la Maison des Bois. D'ailleurs, je crois que c'était un technicien ou c'est quelqu'un lié à la production télé de la Maison des Bois. Et Jacqueline Dufresne, si vous avez vu Mes Petites Amoureuses, elle joue aussi la grand-mère dans Mes Petites Amoureuses. Donc c'est vraiment la figure maternelle, très... Oui, et puis sur cette scène aussi, je trouve que le moment où le type débarque avec son flingue, en fait, avec son fusil, alors j'imagine que c'était scénarisé, oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même un peu cette idée, il y a un surgissement auquel on s'attend pas quand même, quoi. On s'attend pas à ce que ça vire comme ça, et en même temps ça a du sens, je veux dire, voilà. Mais ça me fait penser parce qu'on a passé à Nos Amours cet après-midi, et je me suis dit à un moment donné, peut-être qu'il a
il avait donné l'instruction à l'acteur de descendre avec son fusil sans le dire aux autres, parce que ça aurait été assez efficace dans son système, je ne sais pas si c'est le cas, mais de la même manière qu'il a débarqué dans le repas à la fin de Nos Amours, oui, sans prévenir, quoi. C'est pas complètement impossible, de même que, alors moi j'ai lu que le lit, quand ils font l'amour au début, que le lit, c'était pas prévu qu'il se casse, ce qui me paraît quand même... Bon, je sais pas, mais on peut peut-être que c'est vrai. Il avait scié les trucs. Mais en tout cas, je veux dire, qu'il l'ait prévu comme ça, oui, je pense qu'il disait des choses, par exemple, il disait aux acteurs, il glissait à l'oreille des acteurs, cette réplique-là, tu la dis pas. Ce qui fait que l'autre acteur n'était pas au courant et attendait cette réplique pour parler. Et donc voilà, c'est façon de tirer le tapis. Alors là, le coup du fusil, c'est quand même énorme. C'est autre chose que d'enlever une réplique. Mais pourquoi pas ? En fait, ce qui est important là-dedans, c'est que ce côté fait divers, là, il n'est que la matérialisation, disons, scénarisée, du principe de mise en scène, je pense, de Piala. C'est-à-dire organiser des irruptions. Les choses et les gens font irruption. Alors vous me direz, rentrer dans le plan, c'est normal. Au cinéma, c'est ça. Les acteurs rentrent et sortent du plan tout le temps. Oui, mais non, parce qu'il y a différentes façons. D'abord, on peut commencer des plans avec les gens déjà là. On peut aussi, si vous avez vu des films d'Ozu, continuer le plan alors qu'il est vide de personnages. Donc non, il y a véritablement une emphase qui est mise sur le surgissement, sur l'irruption, sur l'interruption, sur quelqu'un qui débarque là où il n'est pas attendu, etc. Ou à l'inverse, qui est exclu, qui est violemment exclu du plan, de la scène, du couple, de la pièce. Et donc ce système comme ça, irruption, exclusion, et quasiment au principe de toutes les scènes, y compris des scènes... alors bon, la scène, évidemment, par excellence, c'est la scène de ménage. Hein, tu te casses, prends tes affaires, mais en même temps, elle part sans prendre ses affaires, donc il va la ramener violemment pour qu'elle prenne ses affaires. Enfin bon, tout ça, et à chaque fois, cette dynamique-là de surgissement ou bien d'exclusion, ou les deux, et ça donne lieu à des scènes un peu étranges aussi. Par exemple, cette scène avec le couple d'amis un peu riches. Là, on voit qu'ils ont une lampe design très chère dans leur appartement et qui prêtent leur appartement. Et la fille qui, tout à coup, revient. Alors qu'ils étaient partis à Megève faire du ski, et il dit il m'a un peu planté là, je reviens, et tout à coup on se dit bon, alors ils vont faire du sexe à trois dans le lit. Enfin, tout à coup notre propre scénario de pauvres petits spectateurs réduits à ces fantasmes, est obligé de se remettre à jour à chaque fois, et en même temps non. Tout à coup Huppert dit non, je voudrais bien que tu m'accompagnes pour aller acheter des cigarettes, et hop, la fille ressort, etc. Et là, vraiment, il y a un humour de ça, je trouve. Il y a un humour de jouer avec... Alors, c'est un peu terroriste, on pourrait dire, parce qu'on sent bien derrière la violence qu'il y a, cette violence entre les personnages, dans le couple. On voit bien qu'il y a un lien entre être violent comme ça avec l'autre et concevoir la mise en scène de cette façon avec le spectateur. Mais il me semble qu'en tout cas dans le film et à l'écran, il y a aussi cet aspect ludique, de dire de bifurquer à chaque fois et de dire que c'est pas parce que la fille commence à se glisser dans le lit, etc., qu'on va avoir la scène à faire de l'amour libertaire, voilà. De même qu'il y a, c'est comme des espèces de petits possibles narratifs qui sont mis là et qui sont comme quand des chevaux se touchent un peu, qu'il y en a un qui commence à se cabrer, vous savez, on a l'impression qu'il va y avoir une ruade, et puis en fait non, il passe. Et il me semble qu'il y a ça dans la scène du café, par exemple, entre Loulou et le nouvel amant de son ancienne petite amie, de Dominique, le type moustachu, qui est joué par Xavier Saint-Macary. Si vous avez vu Le Plein de Super d'Alain Cavalier, vraiment l'un des chefs-d'œuvre comiques, à mon avis, de cette fin de décennie années 70, ou bien Martin et Léa, c'était un très très bon acteur. Malheureusement, il est mort du sida dans les années 80, comme beaucoup de sa génération. C'était vraiment un très bon acteur. Et là, il a un tout petit rôle, et où il dit « je ne suis pas jaloux du tout ». Et quand il le dit une troisième fois, « je suis vraiment pas jaloux », on se dit « mais
Qu'est-ce qu'il veut? Il y a un truc qui se passe et effectivement, Loulou comprend et il l'embrasse un peu sur la bouche et on comprend que, enfin, je crois, on comprend qu'il lui fait une proposition de homosexuelle, enfin, en disant ça. Mais c'est rien, c'est en passant et on le revoit une deuxième fois et il parle de faire la cuisine, mais voilà, ce sont des espèces de petits, comme des étincelles ou des allumettes comme ça qui sont frottées et qui ne prennent pas. Mais délibérément, et il me semble que c'est ça la conception de ce qu'il essaye de faire au cinéma. C'est-à-dire, à la fois, il y a une trame narrative, mais à la fois, ce qui est important, c'est ces moments-là, c'est possible, c'est tout ce qui se passe et ce qui ne se passe pas entre les gens, quoi. Donc, il y a une violence de l'irruption et de l'exclusion, et en même temps, quelque chose de beaucoup plus dans le délitement, que ce soit ce délitement de son sentiment à elle ou de sa capacité à faire famille dans cette longue scène dont tu parles, ou que ce soit une autre scène que moi j'aime beaucoup, qui, pareil, n'est pas du tout une scène mémorable dans l'action, et qui est ce moment où elle revient chez André et où elle est calmement allongée comme ça sur le lit et où elle lui dit des choses dont lui dit qu'elles sont très cruelles parce qu'elles sont crues, sexuelles sur ça, et donc pourrait le faire souffrir, et en même temps elle lui dit bah non, c'est toi qui viens chercher ce type de confession. Et cette scène-là sur le lit a une espèce de douceur et en même temps de grande cruauté, mais qui caractérise le personnage, je trouve, très très bien incarné par Huppert. Moi, j'aime beaucoup cette scène, alors qu'elle n'est pas, justement, apparemment, elle n'est pas sur ce mode irruptif, quoi. Ce qui m'a frappé, c'était la scène où André téléphone. Ah oui. Et donc, il téléphone, disons, maladroitement. Et après, il y a la vue sur les deux corps. Ouais, c'est choquant. Et là, j'ai pensé Piala, peintre. Parce que c'était un tableau de deux corps nus, etc., etc. Donc vraiment, c'était, à mon avis, surprenant. Oui, et vous voyez comme là, c'est le montage, mais qui construit aussi un surgissement. Parce qu'en réalité, on ne s'attend pas, quand on voit quelqu'un au téléphone, il y a une espèce d'échelle de plan qui est posée, de stabilité, hein, justement, c'est installé, c'est ce contre quoi proteste Piala pendant le tournage. Et nous, on est habitués en tant que spectateurs à voir en contre-champ quelqu'un aussi au téléphone. Comme on verra d'ailleurs dans la scène de l'avortement, de la clinique d'avortement, où là, il fait le choix, par exemple, de ne pas nous faire entendre ce que dit Loulou. On n'a que les réponses, mais après, on voit Loulou tout seul qui raccroche. C'est un autre choix. C'est des choix de cadrage et de montage. Là, c'est le montage qui crée cette espèce de, tout à coup, de surgissement de nudité. On a un type qui est tout seul, de chez tout seul, dans son très très grand appartement dont il dira qu'il est trop grand pour lui, etc. Et puis les deux autres qui n'ont rien, qui sont dans un tout petit endroit, qui n'est même pas à eux, mais qui par contre ont tout, parce que leur nudité prend toute la place. Et là, c'est plutôt dans le montage que ça se construit, cette irruption-là. Ouais. Et vous avez raison, il était peintre quand même. Enfin, il a eu une formation de peintre, mais il a peint plutôt dans sa jeunesse, dans sa prime jeunesse qu'après. Oui, il y a une exposition, mais c'est des toiles des années 40. Donc, et puis il y aura Van Gogh, mais ça, on en reparlera. Mais oui, le nu, il le travaille aussi dans À nos amours, et évidemment qu'il y a une dimension picturale forte, quoi. Le film parle de lui-même, donc on n'arrive plus rien à dire. Ah bon, mais pourquoi plus qu'un autre film? Ça m'étonne, là, comme vous disiez avant qu'on voit le film, c'est ce côté à la fois fiction et tellement documentaire par le jeu des acteurs, partout, quoi. On a l'impression d'être dans ces années 80, c'est ce qui est merveilleux dans ce film. C'est les escaliers orange de la station Aubert. C'est ça qui, pour moi, et on les voit, et c'est ça qui marque le début des années 80. Ouais.
c'est assez étourdissant parce qu'il a une capacité à nous replonger. Enfin, on est dedans, quoi. Et c'est une fiction. C'est ça qui est étonnant dans ce film. Mais je pense que c'est ce qui désarçonne aussi. Et il y a des gens qui... Alors, on a apparemment des jeunes gens pour À nos amours dans la séance qui précède celle-ci, qui justement, je pense, rejettent ça dans le sens où... mais que veux-tu faire, que veux-tu dire en faisant un tel film? C'est-à-dire que à quoi servirait de saisir une sorte de moment présent? Je pense que ça peut être aussi déroutant. Et en même temps, ça peut... ennuyeux. Oui. Alors, et en même temps, c'est une fiction-réalité qui peut être toujours vécue aujourd'hui, cette espèce d'écart et de tentation de passer d'un milieu à un autre. C'est ça qui est intéressant aussi dans ce film. C'est que on a cette envie de se frotter à l'autre et en même temps, ça passe pas si bien que ça. Elle est géniale, Isabelle Huppert, parce qu'on voit passer en elle... Bon, Depardieu, il est plus stable dans son personnage, mais elle, on voit bien qu'elle est constamment à passer d'un milieu à un autre et elle s'y perd. Enfin, oui. Je pense qu'elle a une beaucoup plus grande conscience de ce qu'elle fait, de son jeu, de ses propositions, que lui. Et d'ailleurs, lui, ça s'est mal passé avec Piala sur le tournage. Juste après, il a donné des entretiens disant moi je lui ai dit c'est de la merde, on faisait de la merde, etc. Et puis il a vu le film seulement 2 ans après et il dit que là il a compris qu'il fallait qu'il retourne avec Piala, qu'il fallait s'accrocher à ça parce que des films il en a fait beaucoup entre-temps, Depardieu, mais ensuite il en a fait encore 3 avec Piala parce qu'il savait que c'était un travail qu'il faisait pas ailleurs. Donc lui a pris conscience de ce qu'il faisait, mais à mon avis pas au moment où il faisait Loulou. Tu voulais dire quelque chose? Oui, parce que, alors moi je vais avoir un regard un peu frais parce que j'avais pas vu le film. Pendant tout le début, il y avait vraiment tout ce que j'aime pas dans le cinéma, notamment les scènes de lit, je suis pas très fan, donc j'ai l'impression que si c'est ça pendant tout le film, c'est mal pris. Bon, côté loulou, un peu vulgaire, machin, bon, ça me plaisait pas trop. Mais finalement, à la fin du film, j'ai trouvé qu'il était très très bien parce que justement, plus je m'interrogeais, plus on apportait au fur et à mesure du film des réponses à mes questions. C'est-à-dire qu'au milieu du film, je me suis dit, est-ce qu'ils travaillent un jour, ces gens-là? Parce que même elle, on se dit, on se doute qu'André travaille. Finalement, on ne sait rien du couple André-Nelly au début. On ne sait pas ce qui les a réunis, pourquoi ils se sont mariés. Finalement, on n'a rien du tout. On a une rencontre amoureuse, mais on ne sait pas. Ils ont forcément été amoureux à un moment. Mais petit à petit, on découvre pourquoi ils se sont aimés. Et je trouve que justement, le personnage d'André nous permet d'avoir un regard extérieur, puisqu'à un moment, il lui dit... mais pourquoi tu vas avec lui? Il travaille même pas. Enfin, il la remet face à ça. Et c'est les questions qu'on se pose, que moi je me posais tout le début du film, en me disant mais qu'est-ce qu'elle va? Bon, elle cherche une passade d'un soir et puis finalement elle est amoureuse. Elle a l'air d'être bien amoureuse de lui. Et c'est vrai qu'on a envie de lui dire mais qu'est-ce que tu fais? T'avais l'air heureuse avec l'autre. Et effectivement, lui, il vient, le personnage d'André vient justement au moment où on se pose ces questions. Il fait justement irruption pour poser ces questions à la place du spectateur. Et on a l'impression qu'à chaque fois dans le film, dès qu'on se pose des questions, il y a les réponses qui arrivent. Et c'est pour ça qu'à la fin, finalement, on se dit, il n'était pas si mal ce film. Et justement, pour revenir dans les éruptions, etc., moi, j'ai été surtout marquée que quand on arrivait dans des endroits... Il y a toujours plein de personnages qu'on ne s'attend pas à trouver. Quand elle revient, justement, il y a Lulu, là, le copain de Loulou qui est là. On la voit rentrer simplement après le travail à la maison. Elle vient de se faire virer en plus.
on s'attend à ce qu'elle arrive dans un appartement où il n'y a que son compagnon. Ah non, il y a un troisième personnage. Quand Loulou arrive avec son copain dans l'appart, il y a les autres qui sont là, évidemment, encore au lit. Enfin, mais il y a toujours des personnages... Et quand elle revient de se faire avorter, il y a encore un autre couple qui part. Oui, il y a toujours des personnages, et on a l'impression qu'à chaque scène, il y a toujours des personnes, quand il se fait planter, ils sont tranquillement au bistrot, hop, il y a des personnages qui sont là, on ne sait pas pourquoi ils sont là, on ne sait pas, bon, on se fait des idées, mais enfin, il y a toujours des petits personnages comme ça qui interviennent. Mais non, au final, donc, c'est pas un si mauvais film que ça, parce qu'en fait, on a les réponses, mais il n'y aurait pas eu les réponses à toutes les questions. C'est vrai que bon, c'était finalement une histoire d'amourette qui n'était pas forcément... Mais c'est intéressant ce que je disais sur le dédoublement des personnages et en fait et plutôt la démultiplication des personnages, puisqu'effectivement, même dans un appart tout petit, il y a toujours des copains qui sont là et qu'on retrouve après à Champigny ou qu'on ne retrouve pas, etc. Et ça fait quand même famille. C'est-à-dire que ça oppose quand même vraiment fortement le milieu bourgeois et André, donc le côté très solitaire malgré tout, et de l'autre côté il y a quelqu'un qui n'arrête pas de faire famille en fait, c'est-à-dire qu'on lui enlève le fils qu'il pourrait avoir, qu'il pourrait très bien avoir parce qu'il a toujours vécu dans cette promiscuité ou cette proximité avec les autres. Donc en fait, je trouve que ça rend cette fin, le fait qu'il n'ait finalement pas cet enfant, d'autant plus touchante, déchirante, parce qu'on se dit que lui, faire famille, c'est important et c'est facile, c'est-à-dire qu'il peut le faire. C'est pas parce qu'il peut pas travailler qu'il peut pas être père, etc. Donc je trouve que c'est important que lui soit de ce côté-là du collectif. Et ça marque aussi quelque chose de politique, enfin, sans vouloir du tout faire des lectures, disons, qui symbolisent, enfin, qui sont symbolisantes, mais il fait peuple d'une certaine façon. Lui, il est toujours en train d'avoir des copains avec lui, des copains, un frère adoptif, une sœur, un beau-frère, etc. Et elle... Bien sûr qu'elle a des liens familiaux, mais on voit bien que c'est beaucoup plus... Même du côté de sa belle-sœur, je ne sais pas si vous vous souvenez, là encore une scène... Le film n'est que fait de petites scènes a priori anodines, qui ne sont pas entre les deux personnages principaux. Tout à coup, il y a cette belle-sœur avec son mari, et on comprend que le couple a laissé en nourrice l'un de ses deux enfants. Et quand on dit, quand elle dit, tu pourrais le ramener puisque tu travailles plus. Le père dit non, déjà un enfant sur les bras, ça suffit, etc. Donc on voit qu'en fait là, ça n'arrive pas à faire famille d'une certaine façon. C'est étonnant quand même cette. Oui. Alors déjà la bonne nouvelle, c'est que j'ai beaucoup mieux aimé le film que dans mon souvenir il y a 40 ans. Donc faut revenir. Ça s'améliore. Mais franchement, j'avais le souvenir justement mais vraiment complètement faux dans le film, hein, du côté un petit peu que j'aime pas trop chez Piala, où il y a des fois une agressivité qui met mal à l'aise. Hein. Et en fait, je trouve qu'il y en a très peu d'agressivité finalement dans ce film-là. Et surtout, c'est un peu ce que vous dites, hein, l'agressivité, elle vient pas du tout de Depardieu, hein, qui est quand même en fait dans le film assez doux, quoi. C'est lui qui se fait agresser, planté, c'est lui qui se prend des baffes, souvent. C'est assez renversé de l'image que j'avais. Et effectivement, moi, ce qui m'a frappé aussi, évidemment, c'est que, du coup, malgré ce côté, ses copains, c'est quand même ceux qui font les casses, ceux qui sortent de prison, pardon. Mais en fait, l'humanité est vraiment chez eux, quoi. Effectivement, le milieu bourgeois est d'une... pas envie, hein. Et ça me fait aussi évidemment. C'est beaucoup parce que c'est quand même c'est un feuilleton cette histoire-là. Je connaissais pas l'histoire, je savais pas que le film se basait sur la situation de Arlette Langman et de Piala. Arlette Langman qu'on voit à l'écran. Ouais, hein. Elle joue cette jeune femme qui au début danse, essaye d'entraîner. Alors est-ce que vous comprenez que c'est la sœur de Guy Marchand, d'André? Non. Non, hein. Elle est peut-être en couple avec cette femme que l'on recroise avec elle au marché. Mais en tout cas, c'est cette jeune femme qui a une frange et des cheveux assez longs. Mais du coup, en fait...
Claude Berry, on essaye de le revoir partout, en fait. Hein. Dans Un de nos amours cet après-midi, Claude Berry, c'était en fait plus ou moins Dominique Bénéard, en fait. C'est ça. Hein. Et là, c'est plus ou moins Ambert Baljean, qui sont quand même pas vraiment les personnages les plus sympathiques. Et il est toujours dans de celui qui a trahi, qui est... et c'est ça que j'aime bien chez Piala, c'est ce côté insatisfaction permanente sur ce qu'il fait. On voit bien aussi dans l'interview, mais en même temps, très perfectionnisme, et qui renvoie toujours sur les autres ce qui se reproche à lui, quoi. Et je connais pas bien la relation qu'ils avaient à la fin de leur vie tous les deux, Piala et Berry, mais c'est quand même justement dans la question du double, ça se pose un peu là, quoi. Il y a vraiment une question de se reprocher à l'autre d'avoir trahi son talent, etc. Et là, dans ce film-là, on le voit de manière encore plus froide, parce que c'est vraiment qui essaye de résoudre le problème de sa sœur avec des propositions à 2 balles, quoi. Hein. Mais je trouve que c'est assez étonnant de voir comment Piala a pu construire pratiquement tout son parcours. C'est pas le seul, hein, mais sur une forme d'autobiographie. Sur une histoire que lui-même raconte comme étant en avant, quoi. C'est ça. De même que dans Nous ne vieillirons pas ensemble, il ne s'épargne pas en faisant dire à Jean-Yann des choses atroces, abjectes, ou même ce geste de l'homme qui vérifie, soi-disant vérifie dans la culotte de la femme qui rentre à 5h du matin pour voir si elle a couché avec un autre ou pas. Enfin voilà, il va assez loin de même ici. Alors on voit une forme d'abjection, je sais pas, en tout cas de bassesse dans sa remarque antisémite quand même un peu quand il dit fais comme tes ancêtres, prends un drap et fais un ballot. Puisque t'as pas de valise, et donc on peut supposer, et ça c'est ce qu'avait supposé le critique qui est devenu cinéaste après, le critique des cahiers du cinéma Pascal Bonitzer, à l'époque dans son texte plutôt en faveur, même très en faveur du film, mais il avait cette remarque-là sur un léger antisémitisme qui se traduisait aussi du coup si on fait une lecture biographique, du coup dans le personnage du frère riche et qui serait Berry, et donc aussi juif puisque c'est le frère d'un personnage juif. Qui est Nelly. Donc voilà, donc il y voyait cette espèce de petit d'antisémitisme un peu... Oui, j'ai envie de dire si avec ça, mais c'est déjà énorme. Du point de vue des contenus, ça pue. Ce film est dégueulasse. Complètement. Mais non, mais attends, les filles, de toute façon, elles viennent que pour ta queue, elles viennent que pour baiser, etc. Enfin, c'est creux et lamentable. Je suis même pas sûre qu'ils jouissent vraiment bien. Et qui s'entendent vraiment bien sur le plan sexuel. Enfin, j'y crois même pas. De tous les couples, tous les couples. Voilà, c'est profondément désespérant, comme toujours chez Piala, quoi. Enfin, bon, rien de nouveau sous le soleil de Satan. Je suis contente d'avoir l'âge que j'ai parce que je pense que je me recognerai pas une 3e fois du Piala. Et dans 20 ans, je serai plus là pour ça. C'est vraiment, vraiment, parce que je trouve qu'il en fait rien, y compris sur le plan politique, quoi. Chez Chabrol, il y a une charge et on sent de quel côté il est, et voilà, et ça donne envie. Enfin, c'est stimulant comme cinéma, je dirais, y compris dans la colère que ça peut susciter. Moi, là, ça m'éteint complètement, quoi. Je ne crois plus à rien. Ni au peuple, ni à la bourgeoisie. Voilà, c'est comme ça qu'il fait. Et c'est profondément désespérant, quoi. Personne n'est à sauver, quoi. Et surtout pas lui-même, oui. Et surtout pas lui-même. Et il embarque tout le monde dans ce désespoir-là.
Bon, mais je continue le cycle hein, jusqu'au bout. Hein. Je suis comme ça. On vous séquestre pas ici non plus, mais enfin, j'ai pas tellement de choses à vous opposer, sinon que cette misanthropie ou ce nihilisme, disons. Moi, je trouve que c'est comme ce que je disais de la négativité, c'est-à-dire je prends comme une donnée. Bien sûr, on peut par goût être porté du coup sur d'autres cinéastes, mais c'est pas comme s'il ratait un but politique, par exemple. C'est pas son objet, d'une certaine façon. Moi, je trouve qu'il y a une dimension politique quand même dans le film, mais c'est pas un engagement politique, c'est pas un discours, un propos politique. Bon, voilà. Donc après. Voilà, non, il n'est pas là pour défendre et pas là non plus pour se défendre lui-même, puisqu'on voit bien qu'il n'arrête pas de se faire des croche-pieds permanents. Donc je comprends le côté désespérant de la chose. Alors que moi, alors est-ce que c'est parce que j'ai tellement aimé Renoir, j'y vois quelque chose d'extrêmement vivant. C'est-à-dire que malgré tout ça, malgré toute la négativité, même celle qu'il exprime à ses acteurs quand il n'est pas content de ce qu'ils font, etc., pour moi, véritablement reste dans le présent du plan quelque chose d'extrêmement vivant, j'allais dire de plus vivant que la vie, quoi. C'est-à-dire de quelque chose qui n'est pas seulement fixé sur pellicule, bon, qui n'est pas seulement conservé par le cinéma, mais qui est produit par le cinéma. Donc ça, je peux pas vous convaincre, si vous voulez, d'apprécier cette vie-là. Mais c'est pas rien quand même. Il y a un tel goût de la peinture. C'est pour ça qu'on continue à venir le voir. C'est parce qu'il y a un goût de la peinture. Vous avez vu les gros plans énormes. Enfin, on est dans le lit avec Depardieu et Huppert, tellement c'est pris proche et que, enfin, voilà, c'est... S'il y a une jouissance, c'est celle du cinéma, c'est celle de la caméra. Oui. Bon, merci Piala de nous avoir offert ça. Mais bon, moi j'ai adoré Van Gogh aussi. Hein. Enfin, ce film, je le mets très au-dessus, quoi. Voilà, je retire pas ce que j'ai dit non plus. Non. Et Piala disait lui-même que, là encore, il oscillait comme il oscillait surtout, mais plusieurs fois, j'ai lu qu'il disait j'aurais peut-être pas dû le faire, ce film. Enfin bon, vous voyez, Loulou, il le portait pas, il le plaçait pas en haut de ses. Et en même temps, enfin, c'est difficile rétrospectivement d'enlever comme ça tel ou tel film d'une filmographie. Je pense que c'est... Par exemple, il n'a pas retourné avec Huppert, alors que moi, je trouve qu'Huppert est meilleur que la plupart des actrices avec qui il a tourné avant ou après, par exemple. Enfin, peut-être pas Bonner, mais... Donc en fait, c'est aussi une configuration qui produit quelque chose à l'écran. Et pour moi, dans le présent du plan, que ce soit dans la scène là, avec de repas que tu trouves très immersive comme ça, ou que ce soit moi dans des scènes beaucoup plus calmes, de lit où elle est juste en train de parler à André, pour moi il y a une vie, il y a quelque chose qui vibre, qui vit et qui a une intensité qu'on ne trouve que grâce à la mise en scène de cinéma, qu'on retrouve chez d'autres cinéastes, mais finalement pas tant que ça, quoi. Pas... Je saurais même pas en nommer 5 qui... il a été comparé à Cassavetes, par exemple. Bon, voilà. Et ben justement, en fait, c'est peut-être pour ça que finalement, Piala, on peut le sauver de ce point de vue-là. C'est-à-dire il a cette noirceur incroyable, mais en même temps, au milieu de la noirceur, il met quand même... de la vie et puis des étincelles de vie à l'intérieur. C'est pas seulement le jeu des acteurs. Il y a quand même des moments de vie sympathiques en fait dans ces films. On va pas faire de la psychologie à 2 balles, mais je pense que c'est quelqu'un qui est quand même profondément obsédé un peu par la mort, quoi. Et donc en fait, il met la vie au milieu parce qu'il y croit, mais il sait que la vie finit et il y a la mort derrière, quoi. J'ai l'impression que c'est toujours ça ces films en fait. C'est pour ça que les moments parfaits ça n'existe pas parce que ça dure pas,
contrairement à la tristesse. Oui. Et c'est vrai que ça passe, vous disiez, par quelque chose de pictural. Moi, je pense que c'est plus général que seulement l'art qui serait l'art de la peinture, et qui passe par une attention extrême à la lumière, au cadre, même dans son imperfection. Et il a souvent dit que des films mal foutus, c'est pas qu'il fait exprès qu'ils soient mal foutus, parce que celui-là, il est quand même bien mal foutu dans le genre, notamment dans son travail du son. Moi, ça me gêne beaucoup, les choses mal post-synchronisées dans toutes ces scènes, et la boîte de nuit et des extérieurs qui sont vraiment pas bien doublés. Donc ça, c'est un vrai problème, parce qu'on cherche cette matière, cette substance de la vie. Donc quand elle est mal refaite, c'est un vrai problème. Donc le film est mal foutu, peut-être plus que d'autres de ses films, mais justement, il dit que c'est dans des films mal foutus qu'il peut y avoir des moments de grâce. Alors ça fait un peu rhétorique de dire ça. Moi, je trouve que quand même, effectivement, ça fait émerger des moments de grâce. Pour moi, c'est Huppert sur le lit, mais quand elle regarde l'autre, mais pour vous, ça peut être autre chose. Et d'ailleurs, ça peut être au café, le type du café qui lui dit « Alors, qu'est-ce que tu branles en ce moment ? On ne te voit pas beaucoup. » Rien, c'est un plan. Ou la dame à côté qui coupe Depardieu alors qu'il est en train de dire quelque chose et qui dit « Combien je vous dois, s'il vous plaît ?» Bon. C'est des choses dont lui, quand même, fait tout pour que ça advienne, quoi. Qui sont des accidents, qui sont beaucoup des accidents, mais qui sont des accidents préparés, mis en scène, et notamment, par exemple, dans le choix aussi de décors, comme le café. Le fait que le café, bêtement, mais ce soit un décor qui communique avec l'extérieur, quoi. Il y a la vitre, il y a le dedans, le dehors, il y a le type qui vous pousse dehors pour vous foutre un coup de couteau devant. C'est vraiment un décor intéressant. Alors Demy aussi, dans Les Demoiselles, l'utilise, hein. Il fait construire ce café en verre au milieu de la place à Rochefort, mais de manière beaucoup plus visuellement frappante. Là, c'est le café quotidien. Mais n'empêche que Piala sait très bien utiliser ça, par exemple. Le dedans, dehors, la circulation. En fait, c'est ça. C'est un cinéma dans lequel, contrairement à ce qu'on peut dire, parce qu'on peut sentir qu'il y a quelque chose d'étouffant dans les relations entre les personnages, moi, j'aime bien y passer du temps, parce que je trouve que l'air circule. Donc là, on n'est peut-être pas d'accord, parce que je trouve qu'il y a cette circulation-là qui fait que c'est quelque chose qui reste vivant, quoi. Et j'en veux pour preuve à Nos Amours, que nous verrons la prochaine fois. Pour moi, c'est son chef-d'œuvre. Hein. N'en discutons pas tout de suite, mais pour moi, À Nos Amours, c'est vraiment le chef-d'œuvre de Piala, avec peut-être Van Gogh. Et Van Gogh, on verra en juin. Qu'on montrera en juin. Voilà. Ouais. Merci d'être venu et d'être resté. Merci beaucoup, Charlotte.